Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est la section S15B, donc la deuxième partie là, de la section S15. À la première partie de la section S15, on avait vu qu'il y avait différents gaz qui étaient présents dans l'atmosphère terrestre. On avait vu entre autres qu'il y avait là, beaucoup d'azote et beaucoup d'oxygène. Et un truc qu'on avait mentionné qui était un petit peu étrange d'une certaine façon, c'est que dans l'atmosphère terrestre, il y a pratiquement aucune trace là, ni d'hydrogène ni d'hélium. Et pourtant, l'hydrogène et l'hélium, ce sont les deux gaz qui sont les plus présents dans l'univers. C'est les deux gaz qu'on retrouve en plus grande abondance dans l'univers, mais dans l'atmosphère terrestre, il n'y en a pas du tout. Okay. Pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est comme ça, on va l'expliquer maintenant. C'est en fait relié, c'est une question de vitesse. Ok, c'est la vitesse qu'ont ces molécules-là versus la vitesse de libération qu'il y a à l'endroit où ces molécules-là se trouvent. Et ce qu'on va comprendre essentiellement, c'est que ces molécules-là, elles iraient trop vite, elles vont beaucoup trop rapidement pour être capables d'être maintenues dans l'atmosphère. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, quand on regarde la planète là, à grande échelle, ben il y a la planète, hein, il y a la surface solide, puis il y a l'atmosphère, qui est juste une espèce de mince couche de gaz là, qui reste près de la planète. Mais évidemment, il n'y a rien il n'y a aucune surface, aucune structure quelconque là, qui empêcherait ce gaz-là d'aller juste se répandre dans l'espace, puis se diffuser, puis se diluer dans l'espace. Donc, qu'est-ce qui maintient le gaz ici, qu'est-ce qui maintient cette atmosphère-là près de la surface de la planète Terre? Ben, c'est la force de gravité. Tout simplement, c'est que les molécules y ont une certaine masse et ben, la force de gravité les attire vers le sol. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'elles restent collées en quelque sorte à la surface de la planète puis qu'elles vont pas aller se perdre dans l'espace. Fait qu'en gros, c'est une question de gravité, mais ces molécules-là, ils ont une vitesse, puis s'ils vont plus rapidement que la vitesse de libération de cet endroit-là, ben ils vont s'échapper dans l'espace et ils ne reviendront pas. Donc c'est un petit peu, c'est un peu là la réponse. C'est comme ça qu'on va faire des petites recherches puis comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi. Fait qu'une des premières choses qui va être importante à faire pour notre raisonnement puis pour comprendre ça va être de trouver ce qu'on appelle la vitesse moyenne des molécules gazeuses. Cette formule-là, on ne fera pas la démonstration. Vous avez probablement fait une démonstration qui ressemble un petit peu là, à ça dans votre cours de chimie, mais en tout cas, on va passer sur ça, on va tout de suite vous donner la formule comme telle, qui dit que la vitesse moyenne de certaines molécules gazeuses là, en mètres par seconde, c'est égal à une constante qui est égale à 146, là, quand on l'écrit à trois chiffres significatifs, fois la racine carrée de la température divisée par la masse. Donc la température, c'est la température de l'endroit où se trouvent les molécules. Et le dénominateur, c'est la masse des molécules, exprimée en nombre de fois la masse du proton. Okay, on aurait pu l'exprimer en kilogrammes, quelque chose comme ça. On l'a laissé en masse proton parce que ça qui est plus facile généralement là, quand on regarde une certaine molécule, on regarde c'est quoi sa composition. Puis si on a un tableau périodique, on est capable d'aller voir directement là, les atomes, c'est quoi, puis leur rang dans le tableau périodique, puis savoir là, chaque atome, c'est quoi leur masse en une certaine masse proton. Donc, même si on n'a pas démontré comme telle la formule, là, je vous la donne directement comme ça, c'est relativement simple à comprendre. Ça va être en accord avec ce que vous avez déjà vu en chimie. C'est que tout simplement, plus la température est élevée, vous voyez dans la formule, si la température est plus élevée, ça va faire des vitesses plus élevées. Donc tout simplement, quand la température est plus élevée, les molécules possèdent plus d'énergie thermique. Donc s'ils ont plus d'énergie thermique, ils vont bouger plus rapidement. Donc leur vitesse moyenne va être plus élevée. Donc c'est relativement intuitif. Puis la masse, vous voyez, elle est au dénominateur. Ça veut dire que si vous avez par exemple plusieurs types de molécules différentes, il va en avoir des plus massives, il va en avoir des moins massives. Puis les molécules qui sont les plus massives, donc elles qui ont les plus grandes masses, ce sont elles qui vont se déplacer le plus lentement. Ce qui est un peu intuitif aussi, là, les molécules les plus massives se déplacent plus lentement. Les molécules les moins massives vont se déplacer plus rapidement. Donc, voilà, fait que ça c'est une chose. On est capable de calculer donc la vitesse moyenne d'un certain type de molécule. Et juste faire attention à une chose, l'erreur que souvent les gens font, c'est quand on calcule la vitesse d'une molécule, qui est une molécule diatomique. Hein. Par exemple, la molécule dioxygène ou d'hydrogène, faut pas oublier que la masse qu'on met ici dans notre équation, c'est vraiment la masse de la molécule. Okay. Fait que si on regarde par exemple l'oxygène, ben, une molécule de dioxygène, c'est deux atomes d'oxygène qui sont
associés ensemble. Si vous regardez dans votre tableau périodique, vous allez voir qu'un atome d'oxygène a une masse de 16 masses protons, hein, parce que c'est 8 neutrons et 8, c'est 8 protons et 8 neutrons, donc un atome a une masse de 16 masses protons, mais une molécule de O2, c'est deux atomes d'oxygène, donc 2 fois 16 qui donne 32, donc la masse ici c'est 32 qu'il faut mettre. Okay. Même chose si vous avez une molécule de d'hydrogène, de diazote, peu importe. Okay. Quand c'est une molécule qui n'est pas une molécule diatomique comme ça, si vous aviez par exemple, je sais pas, là, une molécule de CO2, ben là les gens, souvent ils vont y penser, ils vont dire, ah oui, une molécule de CO2, ben c'est un carbone plus 2 hydrogènes, on voit qu'avec la masse de la molécule, on va la mettre là. Mais des fois, quand c'est une molécule diatomique, des fois on oublie là, de faire x2, là, c'est pour... Des fois, on prend la masse de l'atome plutôt que la masse de la molécule. Il faut faire attention à ça. C'est vraiment la masse de la molécule qu'on doit mettre ici. Okay. Et par exemple, si on regarde à température, si on a une certaine température qui est fixe, puis qu'on compare la vitesse que vont avoir les molécules de O2 et les molécules de H2, on voit que les molécules de O2 vont aller beaucoup plus lentement que les molécules de H2 parce qu'effectivement les O2 sont plus massives là, que les H2. Donc ça montre encore une fois que les molécules les plus massives vont se déplacer le plus lentement. Fait qu'on est capable donc de calculer la vitesse de nos molécules. Puis, ce qu'on pourrait être porté à croire au début, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que ce qui fait en sorte que les molécules vont rester oui ou non dans l'atmosphère, c'est une question de vitesse moyenne et de vitesse de libération. Et il y a des gens qui pourraient tout simplement dire « Ah ben c'est facile, si dans le fond la vitesse moyenne des molécules est plus grande que la vitesse de libération, c'est-à-dire que les molécules vont aller plus vite que la vitesse de libération, donc ils vont se libérer de la gravité terrestre, ils vont pas rester dans l'atmosphère, puis ils vont s'échapper. Puis si la vitesse moyenne est plus petite que la vitesse de libération, les molécules vont rester dans l'atmosphère. C'est pas aussi simple que ça. Okay? C'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait, qu'est-ce qui se produit. Ça que je vais tenter de vous expliquer là maintenant, c'est que oui, c'est sûr que ça va être relié à la vitesse moyenne puis à la vitesse de libération, mais c'est pas aussi simple que ça. Okay? Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous l'avez déjà vu en chimie, mais quand vous avez un volume comme ça avec des particules, des particules ou des molécules gazeuses dedans qui se déplacent, ce qui va arriver, c'est que les molécules elles vont interagir ensemble. Parfois, elles vont entrer en collision, si vous voulez, puis elles vont s'échanger de l'énergie, puis elles vont se redistribuer de l'énergie. Ce qui fait en sorte que dans une enceinte comme ça, gazeuse, c'est pas toutes les molécules qui vont avoir la même vitesse. Hein. Il y a des molécules qui vont avoir des vitesses plus petites, d'autres vont avoir des vitesses plus grandes. Il va y avoir une vitesse moyenne qu'on peut calculer, mais ça veut pas dire que toutes les molécules vont avoir la vitesse moyenne. Hein. Certaines molécules vont avoir des vitesses plus petites et d'autres vont avoir des vitesses plus grandes. Mais aussi, l'important à comprendre, c'est que les molécules n'auront pas toujours la même vitesse, parce que, comme je disais, parfois elles vont se cogner ensemble, elles vont interagir ensemble, donc elles vont changer de vitesse continuellement. Et c'est là un peu le problème. Je vais vous montrer une animation que j'ai trouvée il y a longtemps là, sur Internet. Donc, c'est ça, il y a une petite animation comme ça avec en 3 dimensions, mais on voit pas grand-chose. C'est juste des molécules de gaz qui se déplacent et qui peuvent se cogner ensemble. Mais c'est ça qui est surtout important. Ça, c'est un graphique là, de la distribution de Maxwell des vitesses. Donc, ce sont des histogrammes. L'axe des X, c'est la vitesse que possèdent les différentes molécules. Et l'axe des Y, c'est le nombre de molécules qui vont posséder cette vitesse-là. Donc oui, ça va faire une espèce de courbe comme ça, qui s'appelle la distribution de Maxwell des vitesses. Okay? Il y a une valeur qui est la valeur qu'on appelle la plus probable, qui n'est pas tout à fait la même chose que la vitesse moyenne. Là. Selon la forme de la courbe, la vitesse moyenne souvent est un petit peu plus à droite que la valeur la plus probable. Mais ce que je voulais vous faire réaliser, puis ce qui est important, c'est que vous voyez ici les histogrammes, là, c'est pas un histogramme qui est fixe. Hein. Là, c'est pas mal stabilisé, fait que les colonnes ne bougent presque plus, mais vous voyez, elles bougent quand même tout le temps un petit peu. Si je le redémarre, là. Donc, vous voyez, au début, là, ça bouge beaucoup. Okay? Parce que ça prend un certain temps là, pour que le système se stabilise, mais on voit là, que les histogrammes sont pas fixes, hein, ça monte un petit peu, ça descend un petit peu. Oui, c'est sûr qu'après un certain temps, ça finit par adopter pas mal la forme qu'on connaît là, de la distribution de Maxwell des vitesses, mais ça bouge constamment. Ça veut dire que, je sais pas, il y a peut-être une molécule qui a cette vitesse-là, puis là, whoop, elle rentre en collision avec une autre molécule, puis là, whoop, elle a maintenant cette vitesse-là. Puis après ça, elle rentre en collision avec une autre molécule, puis là, whoop, elle a cette vitesse-là. Fait que les molécules changent tout le temps, constamment de vitesse. Okay? Et c'est un petit peu ça l'idée. C'est que comme les molécules changent tout le temps de vitesse, ben ça se peut que des fois par hasard, il y a des molécules qui vont avoir une vitesse plus grande que la vitesse de libération. Donc par exemple, si on retrace un graphique comme ça
de la vitesse que les molécules vont avoir. Et l'axe Y, ça va être le nombre de molécules là, qui ont cette vitesse-là. Donc oui, la courbe ressemble là, à quelque chose comme ça. Okay, puis ça va s'étirer le plus comme ça. C'est ça, donc ça c'est la vitesse la plus probable, mais la vitesse moyenne, ça serait généralement c'est un petit peu plus à côté, là, donc ce serait environ quelque part comme ça. Donc ça on dit c'est, on va dire, la vitesse moyenne qu'ont les molécules. Okay. Puis si on veut que les molécules demeurent dans l'atmosphère terrestre, il faudrait qu'il y ait une vitesse moyenne plus petite que la vitesse de libération. Mais combien de fois plus petite que la vitesse de libération? Okay. On va faire des chiffres. Mettons que la vitesse moyenne des molécules, c'est, je sais pas, là, on va dire 100 mètres par seconde. Okay. Si on dit qu'on a la vitesse moyenne à 100 mètres par seconde, puis une vitesse de libération qui est, disons, 200 mètres par seconde. Okay. Donc si, mettons, la vitesse moyenne, si la vitesse de libération est égale à 200 mètres par seconde. Puis là, on se demande, les molécules dans ces conditions-là, est-ce qu'ils vont rester, oui ou non, dans l'atmosphère terrestre? Ben, toutes les molécules qui ont une vitesse plus petite que 200 mètres par seconde, ils vont pas assez vite pour se libérer de la gravité, donc ils vont rester dans l'atmosphère. Okay? Mais n'oubliez pas que ça bouge constamment, hein. Les molécules changent de vitesse, donc peut-être que, je sais pas, là, il y a une particule qui possède cette vitesse-là, qui a une vitesse à peu près, je sais pas, là, mettons 40 mètres par seconde. Puis là, tout à coup, whoop, elle rentre en collision avec une autre molécule, puis là, whoop, elle va maintenant à 150 mètres par seconde. Puis là, elle rentre en collision avec une autre molécule, puis là, whoop, elle va à 80 mètres par seconde. Puis là, elle rentre en collision avec une autre molécule, puis là, whoop, elle va à, mettons, 250 mètres par seconde. Mais si elle va à 250 mètres par seconde, elle va plus vite que la vitesse de libération, puis là, whoop, elle va s'échapper dans l'espace, elle va partir. Okay. Puis là, ici, il y a d'autres molécules qui entrent constamment en collision, puis à chaque fois qu'il y a une molécule qui atteint une vitesse plus grande que la vitesse de libération, whoop, elle s'échappe dans l'espace. Okay. Fait que c'est juste pour vous faire réaliser, puis vous faire comprendre que dans cet exemple-là, là, même si vous avez une vitesse de libération qui est plus grande que la vitesse moyenne, c'est pas suffisant. C'est pas, même si c'est le cas, c'est pas garanti que les molécules vont tout le temps pouvoir rester dans l'atmosphère, juste parce que avec les collisions, de fois de temps en temps, les molécules vont avoir une vitesse plus grande que la vitesse de libération, puis ils vont s'échapper. Okay. Donc, si on veut avoir une situation où on est vraiment certain que les molécules ne s'échapperont pas, il faudrait que la vitesse de libération soit quand même beaucoup plus grande que la vitesse moyenne. Okay? Juste pour être vraiment certain que même par les statistiques, là, même une fois de temps en temps, les molécules qui ont une vitesse quand même très grande aient quand même une vitesse plus petite que la vitesse de libération. Donc l'idée c'est un peu ça. Il faut que la vitesse de libération soit quand même beaucoup plus grande que la vitesse moyenne. Et en faisant des calculs statistiques un peu plus avancés, là, qui dépassent le niveau du cours, on s'est rendu compte que statistiquement, ça prend une vitesse de libération qui est 10 fois plus grande que la vitesse moyenne pour être sûr et certain là, que à long terme, le gaz va rester dans l'atmosphère et qu'il ne va pas s'échapper. Okay. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble tout ça en une seule équation et on calcule ce qu'on appelle le facteur de rétention, qui est le paramètre de rétention en fait, là, qui est la lettre R majuscule dans cette équation-là. C'est un rapport de la vitesse de libération divisée par la vitesse moyenne. Ça va donner un chiffre. Ça va donner juste un rapport, un coefficient qui n'a pas d'unité. C'est un rapport de deux vitesses. Et ça va donner un chiffre hein, qui est plus grand que 0, un chiffre positif. Et si ce facteur de rétention-là est plus grand que 10, ça signifie donc que la vitesse de libération était au moins 10 fois plus grande que la vitesse moyenne. Et quand c'est le cas, quand votre facteur de rétention est plus grand que 10, on dit là, que le gaz va pouvoir être capable de rester dans l'atmosphère terrestre et ne va pas s'échapper. Et si vous avez un gaz pour lequel le facteur de rétention est plus petit que 10, donc ça veut dire que ce gaz-là va s'échapper. À long terme, il ne va pas rester là, dans l'atmosphère terrestre, il va finir par s'échapper de la gravité. Donc, si on fait ces calculs-là pour différents gaz dans l'atmosphère terrestre, enfin, dans l'atmosphère terrestre, la température, on la connaît. La vitesse de libération qu'il y a à la surface de la Terre, on la connaît aussi. On pourrait la calculer. C'est une formule qu'on avait déjà vue. La vitesse de libération, là, c'est égal à racine de 2 fois G fois M sur R. Donc, on remplace M par la masse de la planète Terre. On remplace R par le rayon de la Terre, finalement, là, à l'endroit où les molécules vont se trouver. Quand on fait ce calcul-là,
pour différents gaz, on se rend compte que la plupart des gaz qu'on retrouve dans l'atmosphère, comme le dioxygène, la vapeur d'eau, le diazote, le CO2, ont des facteurs de rétention qui sont plus grands que 10. En fait, ils sont même pour la plupart plus grands que 20. Donc ces gaz-là sont capables, on dit qu'ils sont stables. Ils peuvent rester dans l'atmosphère terrestre, ils vont pas s'échapper. Okay? Ils vont rester stables dans l'atmosphère. Alors que si on prend des gaz qui sont avec des molécules plus petites, comme par exemple là, du H2 ou de l'hélium, ben ça a des facteurs de rétention qui sont plus petits que 10. Donc ces gaz-là, on dit qu'ils sont instables. Ils vont pas pouvoir rester longtemps dans l'atmosphère terrestre, ils vont juste finir par s'échapper dans l'espace. Okay? Ça veut pas dire que instantanément ils vont s'échapper, mais ça veut dire qu'ils pourront pas rester à long terme là, sur plusieurs centaines d'années ou sur plusieurs milliers d'années. Donc c'est sûr que dans notre atmosphère, on va retrouver très peu ou pas du tout de ces gaz-là. Okay. Maintenant, quand vous allez avoir des questions là-dessus dans les exercices ou dans les examens, on vous demande pas d'interpréter vraiment le facteur de rétention. Okay. C'est sûr que pour vrai, dans la vraie vie, un gaz qui aurait un facteur de rétention 6, comparativement à un gaz qui a un facteur de rétention 9, c'est sûr qu'un gaz avec un facteur de rétention 6 s'échapperait dans l'atmosphère plus rapidement qu'un gaz qui a un facteur de rétention 9. Okay? Mais on vous demandera jamais là, comme le rythme ou la vitesse à laquelle le gaz va s'échapper, on va juste vous demander si oui ou non ça s'échappe. Okay? Fait que tu sais, essayez pas de porter un jugement, puis de dire, par exemple, je sais pas, mettons, vous faites un calcul, puis vous obtenez un facteur de rétention qui est égal à, je sais pas, 9.5, mettons. Puis on vous demande le gaz, est-ce qu'il va rester oui ou non dans l'atmosphère. Mais là, tu sais, dites pas, ah ouais, mais là, tu sais, 9.5, c'est presque égal à 10. Fait que, tu sais, le gaz va peut-être rester un petit peu. Tu sais, comme, on vous demandera pas d'interprétation comme ça, c'est oui ou non. Vous calculez le facteur de rétention. Est-il plus grand que 10? Si oui, vous dites que le gaz est stable. Sinon, vous dites que le gaz est instable. Fait que, tu sais, on vous demandera pas d'interpréter comme tel. Là. Vous faites juste le calcul, puis vous donnez la réponse en fonction de ce que ça vous donne. Point final. On vous demande pas d'interprétation outre cette formule-là. Okay. Donc ça, c'était un des aspects de la section S15B, à savoir là, pourquoi les gaz restent ou non dans l'atmosphère. Et un autre sujet qui est quand même un petit peu différent, qui n'a pas vraiment rapport avec l'atmosphère, qui a plutôt rapport avec les marées cette fois-ci, c'est un effet là, qu'on retrouve sur la planète Terre. Vous le savez, hein, il y a des marées hautes, marées basses. Si vous allez près de l'océan, vous allez pouvoir constater ce phénomène-là. Et on se demande, qu'est-ce qui crée ces marées-là? Et la réponse, c'est la Lune et aussi le Soleil, comme on verra tout à l'heure. En fait, c'est une combinaison des deux. Et c'est relativement difficile à comprendre. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Mais c'est ça, inquiétez-vous pas si vous comprenez pas tout du premier coup. C'est normal, c'est un phénomène qui est quand même un petit peu difficile à comprendre. Donc, ce qu'on vous demandait de faire au début, c'est de faire un schéma qui illustre justement un petit peu les marées. Donc ça, souvent, les gens sont capables de reproduire le schéma, mais ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Okay. En gros, ce qui arrive, c'est que la Lune a tendance, d'une certaine façon, à étirer la Terre le long du même axe. Hein. Si vous regardez, mettons, le centre de la Terre, il est où? Le centre de la Lune, il est où? Si on trace une ligne droite là, entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, ça fait une espèce de ligne droite comme ça. Hein. Fait que les deux astres se trouvent le long de cette ligne-là. Et la Lune a tendance à étirer la Terre dans cette même direction-là. Fait que dans ce cas-ci, la ligne que j'ai tracée, c'est une ligne qui est horizontale. C'est-à-dire que la Lune a tendance à étirer la Terre horizontalement. Mais ça pourrait être dans une autre direction si la Lune était, par exemple, je sais pas, là, ici, par exemple. Mais là, l'axe Terre-Lune serait comme ça. Donc là, la Terre aurait été étirée verticalement. Fait qu'en tout cas, la Terre est toujours étirée dans le même sens que l'axe là qui passe par le centre de la Terre et le centre de la Lune. Et en étant étiré comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si vous êtes là à un certain point sur la planète Terre, disons que vous êtes ici, ben la Terre, elle tourne hein, comme ça en 24 heures. Donc, au courant de la même journée, là, au courant des mêmes 24 heures, quand vous allez vous déplacer comme ça sur la planète Terre, vous allez avoir de l'eau. Il va y avoir comme des renflements d'eau. Hein. Quand vous êtes, dans le fond, le côté de la Terre qui est face à la Lune, il va y avoir comme un gonflement d'eau ici. Et le côté de la Terre qui est dos à la Lune, qui est comme à l'opposé de la Lune, lui aussi va avoir un renflement d'eau comme ça. Donc si vous êtes une petite personne vous habitez à la surface de la planète Terre, vous tournez comme ça hein, pendant une journée. Puis quand vous passez dans cette région-là, c'est là que la marée elle est haute. Puis quand vous arrivez soit dans la région ici ou dans la région ici, ben là il y a moins d'eau, la marée est basse. Puis quand vous arrivez ici ou ici, la marée est haute. Okay. Donc en gros là,
au courant d'une même journée, la marée devient haute 2 fois, la marée devient basse 2 fois, et une journée ça dure 24 heures. Fait qu'en gros, là, 24 heures divisé par 4, ça donne à peu près 6 heures. Okay? Donc il y a à peu près 6 heures entre une marée basse puis une marée haute. Fait que si vous êtes là au point où la marée est le plus bas possible, ben, environ 6 heures plus tard, c'est là que la marée va être le plus haut possible. 6 heures plus tard, la marée va être le plus bas possible. 6 heures plus tard, la marée va être le plus haut possible. Donc ça bouge tout le temps continuellement comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Okay. C'est ça, c'est quand même assez difficile à comprendre pourquoi ça fait ça. Okay. C'est pas évident. Il y a plusieurs schémas qu'on peut trouver sur Internet. Ça, c'en est un, okay, qui est peut-être pas nécessairement le plus clair. Un autre que j'ai trouvé qui est quand même pas si mal, c'est que l'idée, on regarde juste par la force de gravité. La force de gravité, là, ça dit que la force de gravité entre deux objets, c'est G fois la masse de l'objet 1 fois la masse de l'objet 2 divisé par la distance R qui les sépare au carré. Puis ce qui arrive, c'est que si on prenait la planète Terre, puis qu'on la divisait en plein de petits morceaux de matière, okay? On pourrait dire que chaque petit morceau de matière a une certaine masse M, puis on regarde chacun de ces morceaux-là va se faire attirer avec quelle force et surtout dans quelle direction par la Lune. Donc on comprend que le petit morceau de Terre, le petit morceau de planète Terre qui est là, il se fait attirer vers la droite par la Lune. Le petit morceau de Terre qui est là, il se fait attirer vers la droite. Le petit morceau qui est là, il se fait attirer vers la droite. Puis les petits morceaux qui sont ici, soit au point D ou au point C, ils se font attirer en diagonale. Okay? Et la force va changer. Par exemple, le point A ici, là, il est situé plus près de la Lune que le point B, par exemple. Donc le point A va se faire attirer avec une force plus grande vers la Lune que le point B parce qu'il est plus loin. Okay. Donc ça, c'est l'idée. Fait qu'on pourrait regarder chaque morceau de la Terre se fait attirer dans quelle direction et avec quelle intensité par la Lune. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, ça, ce serait les flèches rouges que vous voyez sur le schéma. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on calcule, on regarde, là, c'est quoi chacune de ces forces-là comparativement à la force moyenne ou la force centrale que la Terre ressentait. Donc on dit le centre de la planète Terre se fait attirer vers la droite avec cette force-là. Puis si on regarde chacune des flèches rouges, si on soustrait cette flèche-là, ça va juste nous donner les flèches vertes. Et ça va nous donner comme la force que ce point-là de la planète ressent de plus, ou c'est quoi la différence de force entre la force que ce point-là ressent et la force que le centre de la planète ressent. Et là, ça nous donne juste les petites flèches vertes. Et les petites flèches vertes nous montrent que justement, cette partie de la Terre se fait tirer vers la droite plus que la moyenne de la planète, alors que le point ici, lui, ben, comparativement à la moyenne de la force que la planète ressent, ce point-là, c'est comme s'il se faisait tirer d'une certaine façon vers la gauche. Okay? Donc on comprend que le point A et le point B ont tendance à se faire étirer, alors que le point D et le point C ont tendance à se faire comprimer. Donc l'effet de marée, c'est ça que ça fait, ça écrase la Terre dans une direction et ça l'étire dans l'autre direction. Donc ça a juste tendance à la déformer, tout simplement. C'est comme si au lieu que ce soit une sphère, ça a tendance à faire en sorte que la planète adopte une forme un peu plus ovale. Okay. Mais ça, comme je dis, c'est pas nécessairement à comprendre. C'est pas nécessairement facile à comprendre ces schémas-là. Donc ça, c'en est un exemple. J'en ai trouvé d'autres sur l'Internet. Ça vous montre encore là, la différence qu'il y a entre la force et le point central de la planète Terre. Fait que le point central, c'est comme s'il ressentait, on va dire, une force égale à 0. Okay. Parce qu'il n'y a pas de différence avec lui-même. Et si on regarde tous les autres points, vous voyez en gros, ça donne une idée un petit peu de ce qui se produit. Fait que ça revient à dire ce que je disais. Là, c'est comme si la Terre se fait étirer comme ça, dans le même sens que l'axe là qu'il y a entre la Terre et la Lune. Donc ça, c'en est un schéma avec des flèches qui sont même jusque qui ont des origines qui sont même à l'intérieur de la planète. Parce qu'en fait, c'est pas juste la surface, c'est vraiment toute la planète au complet, même le centre là, de la planète, à l'intérieur de la planète aussi, ça subit l'effet de marée. Okay. Et j'avais trouvé un autre schéma avec des petites flèches semblables, mais cette fois-ci qui sont juste appliquées là. On montre juste les flèches qui sont à la surface de la Terre. Okay. Fait qu'en tout cas, c'est toutes des illustrations différentes, mais ça montre toutes la même chose. Ça montre toutes que la Terre a tendance à se faire étirer dans la même direction que l'axe Terre-Lune. Okay. Tout à l'heure, je disais que en gros, là, il va y avoir 6 heures entre la marée la plus basse et la marée la plus haute. C'est pas tout à fait vrai. Ce serait exactement 6 heures si la Lune ne bougeait pas par rapport à la planète Terre. Mais on sait que la Lune n'est pas immobile par rapport à la planète Terre. La Lune, elle tourne comme ça. En fait, la Lune est en orbite autour de la Terre. Et ça veut dire que la
l'axe dans lequel la Terre va se faire étirer va toujours se déplacer en même temps que la Lune va se déplacer. Et on peut faire des petits calculs, là, comme la Lune met environ 29 jours à faire le tour de la Terre, ça veut dire que ce sera pas tout à fait 6 heures, là, ça va se décaler tout le temps, et il y a ça va se décaler d'environ 50 minutes par jour. Okay, l'heure auquel il va y avoir là, des marées. Donc ce sera pas tout le temps aux mêmes heures, c'est ça que ça veut dire. Fait que si par exemple aujourd'hui à je sais pas là à 14 heures, c'est exactement la marée haute à un certain endroit, ben demain la marée haute elle sera pas exactement à 14 heures, elle va être à 14 heures plus 50 minutes ou moins 50 minutes, là, je sais par cœur, mais il y a une différence de 50 minutes à chaque jour, puis au bout de 29 jours, là, ça fait comme un cycle complet qui revient, parce que 29 fois 50 minutes, ça donne 24 heures. Okay, donc ça se décale tranquillement parce que la Lune tourne autour de la planète. Mais en gros, il y a à peu près 6 heures là, entre la marée haute et la marée basse. Fait que qualitativement, c'est ça qui se produit. Fait que l'effet pour nous là, qui habitons sur la planète Terre, c'est ça que ça fait. C'est l'eau va monter et descendre. Okay. Puis comment on fait pour calculer cet effet-là, calculer si vous voulez l'intensité de cet effet-là? C'est exactement la même équation qu'on avait déjà vue, qui s'appelait d'ailleurs l'équation de l'effet de marée. On l'avait vu là quand on avait parlé des trous noirs. On disait que quand on s'approche d'un trou noir, ça peut faire un certain effet de marée, et cet effet de marée-là peut, dans certains cas, être fatal. Là. Ça a tendance à nous étirer. À faire ce qu'on appelle la spaghettification. Ben, pour la planète Terre, c'est exactement la même chose. C'est que l'effet de marée que, par exemple, la Lune engendre sur la planète Terre, ça a tendance justement à étirer, là, à déformer la planète Terre. L'effet est pas assez fort pour briser la Terre, là, mais si l'effet était beaucoup plus fort, ben oui, ça pourrait aller jusqu'à briser la Terre, mais bon, la Lune ne fera jamais un effet de marée assez fort pour briser la Terre. Mais l'idée, c'est que c'est exactement la même équation. Fait qu'on l'avait déjà vu, cette équation-là. On calcule la différence de force qu'il y avait entre les deux extrémités d'un objet. Nous, c'est avec une personne qu'on l'avait calculé quand on était à ce moment-là. C'est à la section S10. Je crois. Et cette différence de force, on avait transformé ça en différence d'accélération, parce que c'était plus facile ainsi à calculer. On n'avait pas nécessairement besoin de connaître la masse de l'objet qui ressentait l'effet de marée. Et c'est vraiment la même équation. Ça donnait une équation exacte, mais on faisait une approximation. On supposait que la distance R était plus petite que la distance D, c'est ce qui est pratiquement toujours le cas, et ça nous donnait l'équation qu'il y a ici. Okay. En fait, je dis que ça donnait cette équation-là, c'était pas tout à fait exactement ça. Okay. Parce que il y avait une mini différence entre les deux. Okay. Donc j'ai mis les deux côte à côte là, pour bien vous faire comprendre la différence. Donc, je pourrais peut-être le séparer en deux comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu à la section S10, hein, une personne qui s'approche d'un objet, c'est pas le trou noir qu'on prenait comme exemple, là, et on disait que la personne allait subir un effet de marée qui se calculait avec cette équation-là. Et ce qu'on voit maintenant là, à la section S15, c'est l'effet de marée que deux objets sphériques peuvent se faire l'un sur l'autre. Donc là, c'est la Lune qui fait un effet de marée sur la planète Terre, par exemple. Et l'effet de marée que la Terre va ressentir, ça se calcule par cette formule-là. Fait que si on compare les deux formules, vous voyez que c'est presque exactement la même chose. La seule différence vraiment qu'on voit, c'est que ici, c'était H, ici, c'est R. Okay. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Okay. Puis rappelez-vous, juste effacer ça, rappelez-vous quand on avait discuté de l'effet de marée là, dans le cas du trou noir, je vous avais mentionné là, de toujours faire attention à la masse qu'il y a ici. Okay. La masse qu'il y a là, ce que je vous avais dit, c'est que c'est la masse de l'objet qui va créer l'effet de marée et non la masse de l'objet qui va ressentir l'effet de marée. Donc, dans le cas d'un trou noir et d'une personne, ben la masse qu'on met dans l'équation, si on voulait savoir c'est quoi l'effet de marée que la personne allait ressentir, ben on mettait ici la masse du trou noir, donc la masse de l'objet qui crée l'effet de marée. Et l'autre variable ici, c'était la hauteur de la personne. Okay? Fait que autrement dit, la masse, c'est tout le temps la masse de l'objet qui va créer l'effet de marée. Puis l'autre variable qui est ici, des fois c'est H, des fois c'est R. Là. Ça, c'est une variable qui va concerner l'objet qui ressent l'effet de marée, qui va subir l'effet de marée. Donc ici, le H, c'était la hauteur de la personne. Puis dans l'équation qu'on voit maintenant appliquée là, aux planètes et aux objets sphériques, ce qu'on met ici, c'est pas la hauteur de la personne, c'est plutôt le rayon de la planète, ou en tout cas le rayon de l'objet qui va ressentir l'effet de marée. Donc, mais la masse, ça reste toujours la masse de l'objet qui crée l'effet de marée. Donc, si vous voulez calculer, par exemple, c'est quoi l'effet de marée que la Lune crée sur la planète Terre, ben là, ici, il faudrait mettre la masse de la Lune, hein, la masse de l'objet qui crée l'effet de marée, et ici, on mettrait le rayon de la planète Terre, donc le rayon de l'objet qui va subir l'effet de marée. Okay. Ce qui est plus mélangeant, peut-être, dans la section S15, c'est que
ça peut arriver qu'on puisse vouloir faire le calcul dans les deux directions, ce qui arrivait jamais ici. T'sais, ici, on calculait tout le temps l'effet de marée que le trou noir faisait sur la personne. On calculait jamais l'effet de marée que la personne faisait sur le trou noir parce que c'était négligeable. Okay. Mais ici, on pourrait calculer les deux. Fait qu'on pourrait vous demander, par exemple, calculer l'effet de marée que la Lune fait sur la Terre. Donc, on mettrait la masse de la Lune et le rayon de la Terre. Mais on pourrait aussi vous demander de calculer l'effet de marée que la Terre exerce sur la Lune. Parce qu'il y en a un. Hein. Les deux se font chacun un effet de marée. La Lune essaie d'étirer la Terre, mais la Terre aussi, elle essaie d'étirer la Lune. D'ailleurs, on va en reparler dans quelques instants. Mais si on vous demandait ça, l'effet de marée que la Terre produit sur la Lune, là, il faudrait mettre la masse de la Terre ici. Donc, la masse de l'objet qui crée l'effet de marée. Et ici, on mettrait le rayon de la Lune, le rayon de l'objet qui subit ou qui ressent l'effet de marée. Donc, toujours faire attention, là, qu'est-ce qui crée l'effet de marée et qu'est-ce qui le ressent. On met ça dans l'équation. La distance D, c'est tout le temps la distance qui est mesurée centre à centre. Donc ça, c'est facile. Là. Si vous voulez avoir l'effet de marée entre la Lune et la Terre, peu importe que ce soit la Lune sur la Terre ou la Terre sur la Lune, la distance D, vous le voyez bien sur le schéma, c'est la distance qui est mesurée centre à centre. Donc, entre le centre des deux objets. Okay. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Fait que connaissant cette équation-là, puis sachant comme il faut comment bien l'appliquer, on pourrait calculer l'effet de marée que différents objets dans le système solaire font sur la planète Terre. Okay? Parce que, en fait, n'importe quel objet qui a une masse, puis qui est situé à une certaine distance d de la planète Terre, va faire un certain effet de marée. Okay? Mais quand on fait des petits calculs pour le système solaire, on se rend compte que les deux seuls objets dans le système solaire qui font un effet de marée qui est non négligeable sur la planète Terre, c'est la Lune et le Soleil. Okay. En fait, les deux objets font un effet de marée sur la planète Terre qui est à peu près du même ordre de grandeur. Le plus gros effet de marée, c'est la Lune qu'il produit sur la planète Terre. Le Soleil, il fait un effet de marée qui est à peu près égal à 46% de ce que la Lune produit sur la Terre. Le Soleil, c'est sûr qu'il est vraiment beaucoup plus massif que la Lune, hein. Mais, c'est sûr, le Soleil a une masse beaucoup plus grande, mais aussi il est beaucoup plus loin de la Terre que la Lune. Et oui, il est vraiment beaucoup plus massif, mais il est quand même beaucoup plus loin. Puis en plus, la distance est exposée en 3. Fait que quand on fait des petits calculs, là, ça donne 0.46. Donc ça donne environ 0.5. Fait qu'en gros, là, on peut dire que l'effet de marée que le Soleil fait sur la Terre vaut environ la moitié de l'effet de marée que la Lune fait sur la Terre. Okay. Puis les autres, par exemple, je sais pas, on pourrait calculer l'effet de marée que Vénus fait sur la Terre ou l'effet de marée que Mars fait sur la Terre, mais c'est vraiment négligeable comparativement à ce que la Lune et le Soleil vont exercer. Donc on peut vraiment supposer que la Lune et le Soleil, sont vraiment les deux seuls objets, les deux seuls astres qui font de l'effet de marée sur la planète Terre. Et ce qui va arriver, c'est que comme chacun de ces deux astres-là fait un effet de marée, ben l'effet de marée total que la Terre va subir, ça va être une combinaison, une espèce d'addition, si on veut, des deux effets de marée que la Lune et le Soleil vont faire sur la planète. Et puis ce qui va arriver, c'est que parfois ces deux effets-là vont s'additionner, parfois ils vont comme en partie s'annuler. Okay, comme vous allez voir. Donc, ce qui arrive, c'est que, comme je disais tout à l'heure, un astre va toujours avoir tendance à étirer la Terre dans la même direction que une ligne droite là, qui relierait le centre des deux astres. Okay. Donc, par exemple, si vous avez la Terre, la Lune, puis le Soleil, qui sont alignés les trois le long du même axe. Okay. Donc, on pourrait avoir cette situation-là, ou cette situation-là, ça revient exactement au même. Okay. Donc là, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, la Lune, elle va essayer d'étirer la Terre dans cette direction-là. Okay? Elle va essayer d'étirer la Terre, on va dire, horizontalement. Et le Soleil est lui aussi situé le long de cette axe-là. Donc le Soleil va lui aussi essayer d'étirer la Terre horizontalement comme ça. Donc la Terre va se faire comme doublement étirée horizontalement. Donc ça va créer une situation où la Terre est beaucoup étirée. Et ça va faire des marées qui sont vraiment spectaculaires. Okay? Donc les marées hautes vont être très hautes, plus hautes que d'habitude. Et les marées basses vont être très basses, plus basses que d'habitude. Okay. Que la Terre soit à gauche ou à droite, ça change rien. Parce que la Lune, qu'elle soit à gauche ou à droite de la Terre, elle va toujours étirer la Terre dans la même direction que la ligne là, qui rejoint le centre de la Lune puis le centre de la Terre. Fait que c'est pas, qu'elle soit à gauche ou à droite, ça change rien. Fait que ces deux situations-là sont exactement équivalentes. Okay. Mais dans certains cas, si les deux phénomènes sont à 90 degrés l'un de l'autre, comme c'est le cas ici. Donc ici, vous voyez, vous avez la Lune qui essaie d'étirer la Terre, disons, verticalement, comme ça. Mais en même temps, vous avez le Soleil qui, lui, essaie d'étirer la Terre horizontalement,
comme ça. Donc si la Terre se fait étirer à la fois verticalement et à la fois horizontalement, ça se fait étirer comme de partout en même temps, ben ça fait pas comme un étirement net et intense dans une direction. Ça fait juste quelque chose qui se compense un petit peu parce que les deux effets sont à 90 degrés l'un de l'autre, si vous voulez. Okay. Fait que quand ça se produit, il va y avoir quand même certaines marées parce qu'on a dit que la Lune a un effet plus fort que le Soleil. Fait que vous voyez quand même, là, quand vous avez le Soleil comme ça puis la Lune ici, c'est quand même la Lune qui gagne. Hein. La Terre, au total, là, est quand même un petit peu plus étirée verticalement que horizontalement. Fait que vous voyez quand même que les marées hautes là, vont arriver quand on est aligné avec la Lune. Okay. Donc, une fois que la Lune soit ici, ou en haut ou en bas, ça change rien. La Lune étire toujours la Terre là, dans la même direction que l'axe. Fait que si la Lune est en bas, elle étire la Terre verticalement. Si la Lune est en haut, elle l'étire verticalement aussi, ça change rien. Okay. Fait que c'est ça. Ça, c'est comme les deux situations les plus extrêmes qu'on peut avoir. Okay? Donc, quand les trois astres sont parfaitement alignés, il va y avoir des marées qui sont très très spectaculaires. Et quand les trois astres sont alignés de manière à ce que les deux effets soient à 90 degrés l'un de l'autre, ben c'est là qu'on va avoir les marées les moins spectaculaires. Il va y avoir quand même des marées hautes, des marées basses, mais les marées hautes vont être moins hautes que d'habitude, puis les marées basses vont être moins basses que d'habitude. Okay. Et ça porte des noms, ces configurations-là. Quand les marées sont très extrêmes, là, ça s'appelle des marées de vive eau. Et dans la situation où les marées sont beaucoup moins intenses, on appelle ça des marées de morte eau. Okay. Donc c'est un peu le contraire, là, vive eau puis morte eau. Fait que vive eau, c'est quand c'est bien intense, bien spectaculaire, puis morte eau, c'est quand c'est plus calme, puis il se passe pas grand chose, puis c'est plus tranquille, c'est plus relax. Okay. Donc c'est ça, ce sont les deux situations comme vraiment extrêmes qu'on peut rencontrer. Mais en fait, il pourrait y avoir n'importe quelle situation intermédiaire entre les deux situations extrêmes que je viens de vous montrer. Okay. Petite animation que j'ai trouvée comme ça sur internet, je peux vous la montrer là. Vous avez la planète Terre et vous avez dans le fond, on voit les deux effets. Fait que si vous avez la Lune qui est en orbite autour de la Terre et la Lune, elle a produit un certain effet de marée sur la Terre qui est représenté par la flèche, la double flèche grise là, que vous avez là. Donc la Lune essaie d'étirer la Terre selon cet axe-là. Et le Soleil qu'on ne voit pas sur l'animation parce qu'il est beaucoup plus loin. L'espèce de ligne pointillée ici, ce serait comme l'orbite, là, une portion de l'orbite, la Terre, au dos du Soleil. Donc le Soleil il est très loin par là-bas, dans cette direction-là. Mais on voit que le Soleil, lui, c'est l'espèce de flèche jaune qui essaie d'étirer la Terre dans cette direction-là, toujours dans une direction qui est alignée avec l'axe comme tel, qui est le Soleil. Et vous voyez là, en bleu pâle, l'effet de marée total qu'il va avoir sur la planète Terre. Donc, vous voyez les espèces de renflements d'eau. Okay. Donc, parfois, c'est très intense, parfois, ça l'est moins. Puis, on peut changer la vitesse. Fait qu'on peut voir que, par exemple, quand les deux effets sont parfaitement alignés, quand les deux flèches, là, jaune et gris, sont alignées, par exemple, ici, là, dans cette situation-là, ben là, vous voyez que les marées sont très fortes. Hein. Les marées hautes sont très hautes, les marées basses sont très basses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les marées de vive eau. En opposition avec quand on a la situation qui est beaucoup moins extrême, là, quand les deux effets sont à 90 degrés l'un de l'autre. Donc, ici, la Lune essaie d'étirer dans ce sens-là, puis le Soleil essaie d'étirer dans une direction qui est à 90 degrés. Il y a quand même des marées hautes, des marées basses, mais c'est beaucoup moins spectaculaire. Donc ça, ce sont des marées de morte eau. Puis quand c'est une situation un peu intermédiaire comme ici. Par exemple, la Lune essaie d'étirer la Terre dans cette direction-là. Le Soleil essaie d'étirer la Terre dans cette direction-là. Les deux effets sont pas parfaitement alignés, sont pas parfaitement désalignés non plus. Donc ça fait des marées qui sont intermédiaires, sont moins spectaculaires que les marées de vive eau, mais sont plus fortes que les marées de morte eau. Fait que c'est juste une situation intermédiaire comme ça. Okay. Donc c'est ça. Fait que toutes les situations peuvent se produire. Okay. Ok, donc si on en retourne à notre PowerPoint, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui se produit avec fait que la Lune et le Soleil vont influencer les marées qu'il y a sur la planète Terre, mais il y a aussi des petits effets locaux. Okay? Par exemple, là, juste la forme du terrain ou des fois la composition du sol, si on a un sol qui est plus d'argile ou plus de la glaise ou plus de la roche ou du sable, des fois ça peut avoir certains effets. La géographie locale aussi, des fois des espèces de formes un peu de sol là, avec des petites collines ou des petites dénivellations qui peuvent parfois amplifier les marées. Okay? Et fait qu'à certains endroits, les marées sont comme
un peu plus forte que d'habitude à certains autres endroits selon les caractéristiques là, de la région. Des fois, les marées sont comme un petit peu atténuées. Ça dépend vraiment des endroits. Puis il y a un endroit qui est qui fait comme en sorte là, qui augmente un petit peu les marées, tellement que la différence entre marée haute et marée basse, c'est environ une quinzaine de mètres. Okay. Donc 15 mètres, c'est quand même beaucoup là, quand on y réfléchit. Ici, vous voyez, là, c'est la même région. C'est un endroit qui s'appelle la baie de Fundy. Okay. Ici, vous voyez la même région qui a été photographiée à deux moments différents. Ici, c'est quand la marée est basse. Donc, l'eau est complètement retirée. Même le sol commence à sécher un petit peu. Et ici, c'est quand la marée est haute. Okay. En fait, on le voit là, avec les roches ici. Là, il n'y a pas d'eau. Quand c'est la marée haute, l'eau monte à peu près jusqu'ici. Okay, comme on peut voir. Donc, ça, il y a à peu près une différence de 15 mètres là, entre quand il y a de l'eau et quand il n'y a pas de l'eau. Puis tellement que jusqu'à un certain point, c'est quand même dangereux. Okay. Parce que les touristes là, qui vont souvent voir cette région-là, parce que justement c'est là où c'est un des endroits dans le monde où les marées sont les plus spectaculaires. Et des fois c'est important de regarder le temps, hein, parce que ça monte vite quand même là, entre la marée. Si la marée monte de 15 mètres, s'il y a une différence de 15 mètres entre marée haute et marée basse, on a dit tout à l'heure là, que entre marée haute et marée basse, il y a environ 6 heures qui s'écoulent. Fait que si en 6 heures, l'eau monte de 15 mètres, ben ça veut dire que l'eau monte là, à peu près de plus que 2 mètres par heure. Okay? Fait que si la marée est en train de monter, tout qu'on dit ok là tout est correct, ça va bien, il n'y a pas de danger, mais dans une heure, il va y avoir 2 mètres d'eau. 2 mètres d'eau, c'est plus haut que n'importe qui. Là. Donc il faut faire attention. Fait que les gens, s'ils partent d'un certain endroit, puis là ils marchent comme ça, ils se promènent dans les roches, ils vont marcher, ils vont voir un petit peu les rochers ici, ils prennent des photos, les gens sont en vacances, ils prennent leur temps. Ben ça prend vraiment des guides qui vont avec eux, qui sont à l'affût des heures des marées, puis une bonne fois, il faut qu'ils les arrêtent et dire comme ok gang là, faut marcher, faut revenir à notre faut pas rester là parce que bientôt l'eau va monter puis elle va monter vite, il faut pas que le monde se noie non plus. Donc c'est ça, fait qu'il faut juste être un petit peu prudent, mais c'est ça, c'est assez spectaculaire là, d'avoir 15 mètres entre une marée haute et une marée basse. Okay. Fait que bien sûr, l'effet des marées, c'est ce qui est le plus visible, là, ce qui est le plus apparent, c'est évidemment le niveau de l'eau qui monte puis qui descend. Il y a un autre effet aussi de l'effet de marée qui est vraiment extrêmement subtil, qu'on s'en rend pas compte du tout parce que c'est très 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 lent. C'est le fait que l'effet de marée a tendance à ralentir la rotation de la Terre sur elle-même pendant, sur plusieurs milliers, même millions d'années. C'est très 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 lent comme phénomène, mais c'est quelque chose qui se fait. C'est en train de se faire en ce moment. Fait qu'en ce moment, ça paraît pas, là, mais la Lune est en train de ralentir la rotation de la Terre sur elle-même. Si bien que il y a plusieurs années, la Terre tournait plus rapidement qu'aujourd'hui, et dans plusieurs millions, même des fois milliards d'années, la Terre va tourner plus lentement sur elle-même qu'actuellement. Okay. Et je dis la Lune est en train de faire ça à la Terre, mais la Terre est aussi en train de faire ça à la Lune. Puis en fait, ce que ça a comme effet, c'est que non seulement ça ralentit la rotation, mais ça a tendance à faire en sorte que c'est toujours la même face de l'objet qui va faire face à l'autre corps qui est en train de le ralentir. Et ça, c'est arrivé pour la Lune. Donc je sais pas si vous le saviez déjà, là, mais la Lune, c'est tout le temps la même face de la Lune. C'est tout le temps la même face de la Lune qui fait face à la Terre. Donc on voit toujours exactement la même moitié de Lune. C'est pour ça qu'on parle parfois de la face cachée de la Lune, qui est l'autre partie de la Lune qu'on voit jamais, parce qu'il y a tout le temps dos à la Terre. On peut pas la voir parce qu'il y a tout le temps comme de l'autre côté là, de notre champ de vision. Ça aussi, c'est un petit peu difficile à comprendre. Pourquoi la Lune pourrait ralentir la rotation de la Terre sur elle-même par l'effet de marée? C'est quoi le lien qui est entre les deux? C'est quoi le rapport qui est entre les deux? Ben encore une fois, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Je vais tenter de vous l'expliquer du mieux que je peux avec des petits schémas, mais inquiétez-vous pas si vous comprenez pas tout. C'est quand même assez difficile à comprendre. Mais bon, on va partir comme ça. Imaginons qu'on a deux objets. Hein? Le cercle bleu ici, ça représente la Terre. Le cercle gris ici, ça pourrait représenter la Lune. Donc pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que vous avez deux cercles parfaits, qui ne sont pas étirés, qui ne sont pas déformés. L'effet de marée, ce que ça a tendance à faire, on le sait, c'est que ça a tendance à étirer les objets dans le même sens que l'axe qui relie les deux astres. Donc,
que ça a tendance à faire l'effet de marée, ça a tendance à faire ça comme ça. Donc, la Terre a tendance à étirer la Lune horizontalement, puis la Lune, elle aussi, a tendance à étirer la Terre horizontalement. Donc, si les deux astres étaient juste placés comme ça, un à côté de l'autre dans l'espace, puis qu'ils tournaient pas, rien de ça, si on avait juste deux sphères de matière comme ça, une à côté de l'autre dans l'espace, c'est ça que ça donnerait comme effet de marée. Mais évidemment, c'est pas exactement ça qui se produit, parce que les sphères, premièrement, elles sont pas immobiles, elles tournent. Hein? Donc la Lune, elle tourne sur elle-même avec une certaine vitesse, la Terre tourne sur elle-même avec une certaine vitesse. On sait par exemple que ça prend 24 heures là, à la Terre pour faire une rotation sur elle-même. Donc à cause que ça tourne, puis à cause que ça là, on parle parfois de l'eau, mais c'est pas juste l'eau, hein, c'est la roche aussi. C'est vraiment toute la forme de la planète Terre qui se déforme. Puis déformer de l'eau, déformer de la roche, ces choses-là, ce sont des objets qui ont des masses, hein, et ça a donc une certaine inertie. Fait que ça se déplace pas instantanément. Quand on applique une force sur un objet, l'objet se met à avoir une accélération, puis il va y avoir un petit mouvement qui va s'installer, donc ça prend un certain temps. Donc il y a tout le temps un certain retard. Donc les deux bosses seront pas parfaitement alignés comme ça, ils vont tout le temps être un petit peu décalés comme ça, parce que les objets tournent. Donc quand vous avez un morceau de roche là, qui est ici dans la planète Terre, quand il arrive comme ça, là, il commence à se faire attirer plus fortement vers la Lune, fait que là, whoop, il commence à se déplacer, puis à se faire étirer, puis là, la Terre est en train de tourner, fait qu'avec l'inertie, tout ça, ça fait que la bosse est pas exactement alignée avec la Lune, est un petit peu à côté, si vous voulez. Il y a comme un certain retard, là, parce que ça prend tout le temps un certain délai, un certain temps pour que la planète se déforme un petit peu. Okay. Et là, ce qui arrive, c'est que, à cause de la force de gravité, tous les objets s'attirent les uns les autres, mais si vous regardez, par exemple, cette partie-là de la planète Terre et cette partie-là sont situées, c'est les deux parties des astres qui sont situées les plus près les uns des autres. Donc, la force d'attraction qu'il va avoir entre ces deux choses-là va faire en sorte que la partie de la Terre ici va être attirée comme ça et la partie de la Lune va être attirée comme ça. Donc, tranquillement, ça va avoir tendance à redresser. C'est comme si les deux bosses ici voulaient s'attirer l'une l'autre puis se retrouver le plus proche possible les unes des autres par la force de gravité. Donc tranquillement, ce qui va arriver, c'est que la Terre va redresser, si vous voulez, la Lune sur son orbite. Ça va essayer de ramener cette bosse-là plus près de la ligne pointillée. Et la Lune, elle va avoir tendance à ramener cette bosse-là de la Terre aussi vis-à-vis la ligne pointillée. Fait que c'est ça qui est arrivé. Quand le système solaire s'est formé, les objets étaient comme désalignés comme ça. Il y avait un effet de marée avec des petites bosses qui étaient décalées. Et avec les années, ce qui est arrivé, c'est que la Terre, elle a réussi complètement à replacer, à redresser la Lune, si vous voulez. Mais la Lune, elle n'a pas encore réussi complètement à redresser la Terre. C'est normal parce que la Lune est moins massive que la Terre. Donc c'est plus facile de bouger un objet ou d'influencer un objet qui est moins massif que d'influencer un objet qui est plus massif. Donc, c'est ce qui est arrivé. Fait que la Terre a eu le temps de redresser la Lune, mais la Lune, elle n'a pas encore eu le temps de redresser la Terre. Fait qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est ça la situation qu'on a. Et en ce moment, la Lune est encore en train de faire son travail, est en train de ralentir la rotation de la Terre sur elle-même et voudrait éventuellement là, faire en sorte que la planète Terre ait tout le temps la bosse là, exactement alignée avec la bosse de la Lune. Comment on peut comprendre que la Lune est en train de ralentir la Terre en ce moment? Comme je vous disais, c'est vraiment pas évident. Okay? Je vais vous montrer une explication. Imaginons qu'on prend 3 poteaux, puis qu'on les plante là, à 3 endroits dans le sol. Mettons, on les plante à, je sais pas, là, à 1 mètre de distance. C'est pas à l'échelle du tout. Disons qu'on les plante à intervalles réguliers. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Donc les poteaux tournent comme ça. Okay? Ils se déplacent. Mais imaginons que on regarde qu'est-ce qui arrive quand les 3 poteaux sont dans cette région-là. Quand les 3 poteaux sont ici, on regarde la force que chacun de ces poteaux-là ressent. Chaque poteau se fait attirer par le centre de la Lune. Fait que vous voyez, chaque flèche là, pointe directement vers le centre là, de la Lune. Mais comme ils ne sont pas situés exactement à la même distance, ils vont avoir des forces différentes. Par exemple, ce point-là est situé plus proche de la Lune que ce point-là, et ce point-là est situé plus proche de la Lune que ce point-là ici, parce qu'il est un petit peu plus loin. Fait que la taille des flèches, là, vous remarquez, elle n'est pas la même. Okay? Et ce qui arrive, c'est que si on décomposait, premièrement, vous remarquez que, par exemple, la flèche ici, elle est plus grande que cette flèche-là. Parce que ce point-là est situé plus près de la Lune que ce point-là, donc cette force-là est plus grande que cette force-là. Et maintenant, si on décomposait ces deux forces-là en composante X, composante Y, cette force-là, elle aurait une composante Y
qui pointe vers le bas, et cette force-là aurait une composante Y qui pointe vers le haut, et on remarquerait que cette composante en Y-là, elle pointe vers le bas, et elle est plus grande que la composante en Y qui pointe vers le haut ici. Donc ça veut dire qu'au total, là, globalement, c'est comme si cette région-là de la planète là, ressentait une petite force qui pointe vers le bas, donc qui pointe dans le sens contraire de sa rotation. Donc c'est pour ça que tranquillement, la Lune est en train de, si vous voulez, ralentir la Terre, en train comme de freiner la Terre, si vous voulez. Elle exerce une petite force résultante là, qui pointe dans le sens contraire de la rotation de la Terre. Et qu'est-ce que cela a comme effet? Ben, c'est que justement, ça a tendance à tranquillement ralentir la rotation de la Terre. Okay. Et dans plusieurs années, ce qui va arriver, là, c'est que justement la Terre va finir par, premièrement, sa rotation va ralentir et tranquillement, ben, ça va se replacer, tout ça, puis la bosse va être parfaitement alignée avec l'axe Terre-Lune. Okay. Donc ça, c'est ce qui se produit. Fait que si on résume un petit peu toute l'histoire, là, fait que quand le système solaire s'est formé, on avait la Terre, on avait la Lune. La Terre tournait sur elle-même à une certaine vitesse. La Lune tournait sur elle-même à une certaine vitesse. Puis en plus, la Lune tournait autour de la Terre. Et c'était pas toujours la même phase de la Lune qui était alignée sur la planète Terre. Ça, c'est loin dans le passé. Là, le temps s'est écoulé. La Terre, elle a eu le temps de redresser complètement la Lune puis de la stabiliser sur son orbite. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a. Vous voyez la Lune, comment elle est. La Lune, ça lui prend un certain temps pour faire le tour de la Terre, qui est environ 29 jours. Et c'est exactement le même temps que prend la Lune pour tourner sur elle-même. Donc la période de rotation de la Lune et sa période de révolution autour de la Terre, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que la Lune, c'est toujours exactement la même face de la Lune qui pointe vers la Terre. Fait que peu importe quand vous regardez la Lune dans le ciel, que vous soyez en train de regarder la pleine Lune, la demi-Lune, un croissant de Lune, peu importe, c'est toujours exactement la même moitié de la Lune que vous pouvez voir. Puis la deuxième moitié de la Lune, vous pouvez pas la voir parce que c'est ce qu'on appelle la face cachée de la Lune. Pour la voir, il faudrait prendre un vaisseau spatial puis aller, par exemple, plus loin. Il faudrait, par exemple, aller ici en vaisseau spatial et là, regarder dans cette direction-là. Puis quand la Lune passe devant nous, là, on verrait la face cachée de la Lune. Okay. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est la situation qu'on a aujourd'hui. Fait que la Terre a déjà réussi à redresser la Lune ou à stabiliser la Lune, si vous voulez. La Lune est en train de stabiliser la Terre, puis si la Lune réussit, ça va prendre plusieurs milliards d'années, mais très très loin dans le futur, si jamais la Lune réussit, ça va ressembler à ça. Donc on pourrait atteindre une situation où la Terre et la Lune sont toujours vraiment face à face, c'est toujours les deux mêmes faces qui sont alignées. Et ça serait drôle, c'est-à-dire que si on atteint cet état-là, éventuellement, puis qu'il y a encore des humains qui habitent sur la planète Terre, là, ça veut dire qu'il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui verrait la Lune dans le ciel, avec des phases de la Lune, comme nous on voit aujourd'hui. Mais il y a la moitié de la population mondiale qui verrait jamais la Lune dans le ciel. Okay? Ils verraient la Lune, tu sais, sûrement sur des photos, sur YouTube, des choses comme ça, mais à moins de vraiment partir en voyage loin de leur pays, puis vraiment de se déplacer, là, ils verraient pas la Lune. Okay. C'est comme si on disait, par exemple, tu sais, mettons, tous les gens qui sont jamais allés en Australie de leur vie, c'est comme si tous les gens qui sont jamais allés en Australie auraient jamais vu la Lune dans le ciel. Donc, ce serait quand même assez spécial, mais ce serait comme ça parce que c'est tout le temps la même moitié de la Terre qui serait parfaitement alignée avec la même moitié de la Lune. Donc, c'est-à-dire que la période de rotation de la Terre sur elle-même, ce serait plus 24 heures, ce serait beaucoup plus lent, et ce serait égal à la période de rotation de la Lune, là, autour de la révolution de la Lune autour de la Terre. Okay. En fait, à chaque fois qu'on a une planète, puis un satellite, comme la Terre et la Lune, par exemple, ils vont toujours vouloir tendre vers cette espèce d'état-là là, où les deux sont parfaitement alignés, parce que c'est l'état qui est le plus stable énergétiquement quand on a deux objets, là, un en rotation autour de l'autre. Mais ça prend énormément de temps à atteindre cet état-là. Dans le système solaire, il y a juste un couple d'astres qui a réussi à atteindre cet état-là, c'est Pluton et Charon. Okay. Pluton, là, qui est des fois on met planète entre parenthèses, c'est plus vraiment, on la considère plus vraiment comme une planète, mais en tout cas c'est un objet avec un satellite. Et justement les deux ont eu le temps de complètement se stabiliser, donc les deux ont atteint un état qui est vraiment l'équivalent de ça. Les deux objets se font toujours face à face l'un l'autre. Okay. Et c'est vraiment les deux seuls objets dans le système solaire qui ont atteint cet état-là. Pourquoi eux ont eu le temps d'atteindre cet état-là et aucun autre couple de planètes avec son satellite? Ben, premièrement, la raison principale, c'est parce que les deux objets sont pas très très massifs. Les deux objets sont relativement petits.
Hein, juste Pluton, là, c'est plus petit que la Lune. Vous le voyez ici à l'échelle. Pluton est plus petit que la Lune, puis Charon encore plus petit. Donc, étant des objets moins massifs, ben, ça a pris moins de temps pour qu'ils réussissent à se stabiliser. C'est beaucoup plus facile de stabiliser un objet qui est moins massif qu'un objet qui est plus massif. Mais éventuellement, la Lune va y arriver. Puis, comment des fois, les gens se demandent, mais ça va-tu vraiment arriver? C'est juste comme un calcul comme ça théorique. Ben non, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se produire, mais comme je vous dis, c'est un phénomène qui est extrêmement lent et personne ne s'en rend compte qu'en ce moment la Lune est en train de ralentir la Terre, mais on le sait que c'est ça. Et pourquoi? On peut en être certain, c'est qu'on a des preuves expérimentales même de ça. On sait par exemple qu'il y a 380 millions d'années, la Terre tournait plus rapidement qu'aujourd'hui. Elle tournait plus rapidement, ce qui fait en sorte qu'une journée, ça ne durait pas 24 heures, une journée, ça durait 22 heures seulement. Okay. Et cet effet-là de la marée, ça a tendance à ralentir la rotation de la Terre sur elle-même, mais ça ralentit pas le temps que prend la planète Terre pour faire le tour du Soleil. Fait que c'est comme si la durée de l'année restait toujours inchangée, restait toujours la même, mais la rotation de la planète Terre sur elle-même, elle va changer. En fait, elle ralentit. Okay. Mais comme l'année change pas, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que, vu que la planète Terre tourne de plus en plus lentement, ben, il y a de moins en moins de jours dans une année. Okay. Avant, comme la Terre tournait plus vite, elle avait le temps de faire 400 fois un tour sur elle-même pendant une année, alors que maintenant, elle a juste le temps de faire 365 fois le tour sur elle-même. Et si on atteint l'état qui est vraiment stabilisé, éventuellement dans plusieurs milliards d'années, une journée va être beaucoup plus lente que maintenant. Une journée là, va durer 1128 heures. Donc, c'est l'équivalent de 47 jours actuels. Donc, la Terre va tourner sur elle-même là, 47 fois plus lentement que maintenant. Fait que les journées duraient 47 fois plus longtemps, et ce qui ferait en sorte qu'il y aurait à peu près juste 8 jours qui rentreraient dans une année. Fait que le soleil se leverait puis se coucherait seulement à peu près 8 fois dans une année, mais les jours seraient extrêmement longs. Les jours dureraient là, 47 fois plus que maintenant. Okay. Puis, fait que des fois on dit ça aux gens, puis les gens disent « Ah oui, c'est ok, c'est cool. » Fait que ça montre que la Terre est vraiment en train de ralentir, parce qu'avant, dans le passé, elle tournait plus rapidement, puis aujourd'hui, elle tourne plus lentement. Fait qu'on comprend que dans le futur, elle va tourner encore plus lentement. Mais des fois, les gens se demandent, mais comment on sait ça qu'il y a 380 millions d'années, la Terre, la Terre tournait plus rapidement qu'aujourd'hui. Tu sais quoi, on a-tu construit une machine à voyager dans le temps, puis on est allé il y a 380 millions d'années, puis on a vu ça? Ben, non, évidemment. Mais comment on a fait pour savoir ça? Ben, c'est quelque chose qu'on a trouvé avec des fossiles de plantes. C'est quand même assez impressionnant. On se demande, ben voyons, c'est quoi le rapport entre des plantes puis le fait que la Terre tournait plus vite? Ben c'est ça, c'est que vous le savez peut-être déjà, mais il y a des plantes, la plupart des végétaux font ce qu'on appelle des anneaux de croissance. Par exemple, si on prend un arbre puis on coupe son tronc, on va remarquer qu'il y a ce qu'on appelle des anneaux de croissance, hein, parce que l'arbre va comme grandir en faisant des couches successives là, de molécules comme ça. Donc un arbre qui est jeune est plus petit, un arbre qui est plus âgé va être plus grand parce qu'il va avoir fait plus de couches comme ça. Et un arbre, par exemple, ça fait un anneau de croissance par année. Donc si vous coupez un arbre puis que vous comptez le nombre d'anneaux de croissance, si vous comptez, je sais pas là, 50 anneaux de croissance, ça veut dire que l'arbre avait 50 ans. Okay. Ça, c'est les arbres, mais nous, pour ce qui nous intéresse, là, pour prouver que la Terre tournait plus rapidement dans le passé que maintenant. Avec les arbres, ça marcherait pas vraiment. On regarde plutôt d'autres végétaux. C'est qu'il y a des végétaux qui font un anneau de croissance par jour. Okay. Donc ça, évidemment, c'est des anneaux de croissance qui sont beaucoup plus petits. C'est des anneaux de croissance qui sont pratiquement microscopiques. C'est juste des fois quelques cellules végétales à chaque anneau. Mais bon, on peut quand même les repérer ici. Mais ok, parfait. Il y a des végétaux qui font un anneau de croissance par jour. Mais encore une fois, comment ça nous indique qu'avant, la Terre tournait plus rapidement? Ben, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que le fait que la Lune ralentit la rotation de la Terre sur elle-même, c'est que ça ralentit juste la rotation, mais ça change pas la durée d'une année. Fait qu'une année va toujours durer la même période de temps. Ça va toujours prendre le même temps pour que la Terre fasse un tour au complet autour du Soleil, mais c'est vraiment la durée des jours qui va être différente. Okay. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que les plantes qui font des anneaux de croissance à chaque jour, ça c'est correct, sauf que les anneaux de croissance, en fait, la plante va pas grandir au même rythme tout le temps, en fonction des saisons. Okay. Quand on est, par exemple, en été,
la plante grandit plus rapidement parce qu'elle reçoit plus de soleil, elle est plus éclairée, puis elle se nourrit de la lumière du soleil en quelque sorte. Alors que quand on est, mettons, au printemps, à l'automne ou à l'hiver, ben là, elle va grandir encore la plante, mais de manière vraiment plus lente. Donc les anneaux de croissance vont être plus rapprochés les uns des autres. Donc si on regarde par exemple une plante, une telle plante comme ça, c'est juste une espèce de schéma, c'est schématisé. Si on regarde une telle plante comme ça, ben on voit qu'elle va avoir différents anneaux de croissance. On va être capable de repérer les saisons. Okay? Donc les endroits par exemple où les anneaux de croissance sont les plus rapprochés, ça va être l'hiver. Et les endroits où les anneaux de croissance vont être plus espacés, donc des plus gros anneaux de croissance, ça va être l'été, hein, l'époque là où c'est plus ensoleillé, c'est plus lumineux, puis la plante grandit plus rapidement. Et si on prend une plante qui a vécu plusieurs années, ben, il va y avoir une certaine périodicité. La plante va avoir vécu pendant plusieurs hivers, plusieurs étés. Donc si on analyse ça comme ça, ben, on pourrait conclure que ici c'est un hiver, ici c'était l'été, ici c'est l'hiver, ici c'est l'été, et ainsi de suite. Il y a une certaine périodicité qui va revenir. Et on sait que, par exemple, là, si on regarde entre deux hivers, genre la distance qu'il y a entre ici et ici, ça va correspondre à une année. Si on regarde la distance qu'il y a entre un été et un autre été, ça va correspondre à une année, et ainsi de suite. Okay. Donc si on repère, par exemple, je sais pas, là, deux hivers, on dit ici on était comme au milieu de l'hiver, et ici on était au milieu de l'hiver suivant. Et là, ben on sait que la période de temps qui s'est écoulée entre ce moment-là et ce moment-là, c'est un an. C'est exactement le temps qui s'est écoulé entre deux hivers successifs. Et là, on compte le nombre d'anneaux de croissance qu'on a eu entre ces deux hivers-là. Ça va nous donner le nombre d'anneaux de croissance qu'on a eu en un an. Donc ça va nous donner le nombre de jours qu'il y avait dans une année. Et ça, on peut le faire plusieurs fois là, pour avoir des statistiques, pour faire des moyennes, pour être sûr de ne pas se tromper, puis que notre résultat soit significatif. Et quand on fait ce genre d'analyse-là, ben c'est là qu'on se rend compte qu'il y a tout le temps à peu près 400 anneaux de croissance par année là, quand on trouve des fossiles, dépendamment de l'âge des fossiles, là, mais quand les plus vieux fossiles qui étaient assez de bonne qualité pour qu'on puisse faire ce genre d'études-là datent d'environ 380 millions d'années. Fait qu'on a trouvé des fossiles d'il y a 380 millions d'années sur lesquels on fait ce genre d'études-là et on se rend compte là, qu'il y a 380 millions d'années, il y avait à peu près 400 jours dans une année. Donc ça prouve que la Terre tournait plus rapidement sur elle-même et qu'une journée durait environ 22 heures. Donc c'est comme ça qu'on est capable de le démontrer. Fait qu'en tout cas, c'est juste, on va se laisser là-dessus. C'est juste un bel exemple quand même qui montre que parfois l'étude d'un phénomène qui est peut-être, tu sais, qui semble un peu déconnecté ou tu sais, on pense pas que ça pourrait donner un certain résultat. Tu sais, pourquoi l'étude des anneaux de croissance des plantes pourrait nous révéler que la Terre tournait plus rapidement sur elle-même il y a plusieurs millions d'années, puis faire un lien avec l'effet de marée. Tu sais, des fois, on pense pas qu'il va y avoir ce genre de lien-là qui va se faire, mais ça arrive souvent en science qu'on étudie un phénomène, puis ça va nous mener vers une autre idée, puis vers une autre idée, puis ça va nous permettre de comprendre quelque chose qu'on pensait pas qui était relié au phénomène qu'on était en train d'observer, puis en étudiant tous les phénomènes comme ça, puis en accumulant un maximum de connaissances sur plein d'éléments dans plein de domaines, des fois on finit par faire des liens entre les différentes disciplines, puis ça permet de trouver des conclusions qu'on pensait peut-être pas nécessairement possibles là, au début. Donc, mais voilà, ça fait le tour de la section S15. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.